Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, il est l'heure pour vous de retrouver le face-à-face. André Berkoff reçoit aujourd'hui Claude Janvier, auteur de ce livre Les Démasqués qui dirigent réellement le monde. C'est aux éditions KA. Alors c'est intéressant parce que Claude Janvier, on a reçu le livre, je l'ai lu, c'est un livre provocateur, c'est un livre sulfureux, mais c'est bien d'être sulfureux. Et nous on est une radio libre, je le rappelle, parce que vous savez, la denrée n'est pas si répandue que ça. Nous sommes une denrée rare, mais c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Les démasqués qui dirigent réellement le monde. Alors au début, je vais vous dire, Claude Janvier, c'est vrai, je me suis dit, allez, il y a encore un bouquin complotiste, allez, il va nous parler des gens qui se réunissent pour diriger la planète. Mais effectivement, le complotisme, ce n'est pas être complotiste que de constater un certain nombre de choses et un certain nombre de personnes qui tiennent le même langage à travers le monde. Et si vous aviez à dire, au fond, qui dirige réellement le monde, est-ce que c'est à travers les gens que vous avez, dont vous parlez, que vous avez décrit, c'est un peu la même idéologie, l'idéologie mondialisante, c'est quoi ? C'est surtout la grande finance internationale. En fait, le grand problème que nous avons sur notre planète, il y a deux problèmes. En fait, c'est le monde de la finance internationale et les réseaux pédocriminels. Alors, je me suis attaqué aux deux dans mon livre, mais surtout, bien évidemment, je mets en exergue le problème aujourd'hui, encore plus que jamais d'ailleurs, de la finance internationale, puisqu'aujourd'hui, depuis 3-4 décennies, le paysage a profondément changé, puisqu'on a vu l'émergence de fonds d'investissement comme BlackRock, Vanguard, State Street, qui brassent quand même des milliards de dollars à travers la planète. Alors justement, d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de parler de ça ? Parce que vous, comme tout le monde, vous regardez l'actualité, vous lisez, vous écoutez, vous dites, il y a quand même un phénomène assez étonnant des marionnettistes, quoi, parce que c'est un peu pour vous les marionnettistes. Ce sont les marionnettistes. En fait, j'ai voulu démontrer au travers de mon livre, j'ai travaillé 1 an et demi dessus, parce que c'est quand même beaucoup d'enquêtes, il a fallu que je recoupe beaucoup d'informations, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi. Bien sûr. Et donc, j'ai voulu montrer comment cette oligarchie ultra puissante, en fait, arrive à pervertir toutes nos sociétés occidentales au travers de plusieurs chevaux de Troie. C'est-à-dire au travers, effectivement, de la finance internationale, mais pas que. Au travers aussi de la malbouffe. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Au travers aussi du climat, parce qu'aujourd'hui... Des produits pharmaceutiques peut-être, ou de certains... Des produits pharmaceutiques, du climat, voilà, et aussi du grand phénomène mis en avant, wokisme, LGBTQ+, etc., etc. Donc voilà, et en fait, on en arrive aujourd'hui on est aujourd'hui dans une société, je parle pour la France, mais je pourrais aussi parler pour l'Europe et même les États-Unis, où de plus en plus les valeurs familiales, culturelles et religieuses dégringolent au profit justement d'une espèce d'idéologie, d'une sous-culture, je dirais, qui en fait abétit un peu tout le monde et fait dégringoler un peu nos valeurs. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en exergue, comment ils agissent, parce qu'ils agissent effectivement dans l'ombre. Voilà, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Et vous dites que tous ces phénomènes, que ce soit le wokisme ou Big Pharma ou autre, effectivement, il y a des gens qui ont des actions un peu partout et qui dirigent ça pour des motifs d'abord de retour sur investissement, disons ça. Bien sûr, pour prendre un exemple, BlackRock. Allons-y, prenons un exemple. BlackRock est actionnaire de la quasi-totalité aujourd'hui des grandes multinationales occidentales et propriétaire de tous les médias américains. Et en fait, tous vraiment, enfin pratiquement, quasiment. En fait, le problème avec BlackRock, par exemple, c'est que déjà BlackRock gère 4 900 milliards de dollars aujourd'hui et gérera presque 5 trillions de dollars, on pourrait dire, c'est ça. C'est ça. Ouais. Si on le convertit en trillions, c'est ça. Ouais. Et en réalité, en 2028, suivant des calculs qui ne sont pas les miens, ils géreront à peu près 20 000 milliards de dollars. Ce qui est quand même... moi-même, j'arrive même pas à aligner les zéros. Que BlackRock.
Pas BlackRock et Vanguard. Que BlackRock. Oui, d'accord. Que BlackRock. Alors le problème, c'est qu'ils ont des participations dans toutes les grandes sociétés. Mais qui dit participation dit on fait la loi. Et je vais prendre un exemple simple pour que les gens comprennent bien. Imaginons une réunion d'un conseil d'administration d'une entreprise X. Donc son PDG est là, les associés sont là, et il y a un émissaire de BlackRock, puisque effectivement BlackRock est actionnaire. Voilà. Alors, imaginons le PDG qui dit voilà, pour 2024, les buts de ma société, ça va aller dans une direction donnée. Et à ce moment-là, si l'émissaire de BlackRock présent dit non, moi je suis désolé, mais nous, on voudrait que les buts objectifs, ça aille dans l'autre sens. À ce moment-là, le PDG de l'entreprise, il a deux choix. Soit il dit non, et auquel cas BlackRock retire ses billes. Et comme il s'agit de millions de dollars, l'entreprise automatiquement vacille. Réfléchit. Voilà. Ouais. Et le PDG finalement finit par se dire écoutez, vous voulez aller dans cette direction, je vais donc aller comme vous le suggérez. C'est un marché de dupes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que BlackRock s'assure une certaine hégémonie quand même. Vous dites que dans la plupart des institutions, associations, entreprises, ou même les plus grosses dans lesquelles est BlackRock, pour suivre cet exemple, même s'il n'est pas majoritaire, il dicte sa loi, pratiquement. Et oui, avec vu que ça représente des millions de dollars derrière en actions. Automatiquement, si vous retirez vos billes du jour au lendemain, l'action dégringole de la société. Enfin, vous voyez, c'est une réaction en chaîne, quoi. Oui. Et alors, en fait, est-ce que vous mettez dans cette galaxie, vous mettez aussi les Bill Gates, un certain nombre de gens qui sont, vous avez parlé de Rockefeller, vous parlez d'autres. Est-ce que ces gens-là, en fait, se connaissent tous, quand je dis se connaissent, évidemment se connaissent, même s'ils ne se connaissent pas physiquement, ont entendu parler les uns des autres, mais vous ne dites pas qu'il y a une espèce d'assemblée générale dans l'ombre de ces gens-là qui se réunissent, parce que vous savez, on a beaucoup fantasmé Bilderberg, etc. Alors oui, moi Bilderberg je connais, mais enfin, je ne pense pas, ou alors dites-moi si je me trompe, vous le dire, est-ce qu'ils se réunissent tous ensemble pour décider de la conduite à tenir? Ah non, pas forcément. Toutes ces sociétés secrètes, discrètes, en fait, ont un but en commun, c'est de réunir un peu ceux qui sont à la tête de pays, ceux qui tiennent les rênes d'un pays, que ce soit économique ou politique, et ensuite suivre les instructions données effectivement par la grande finance internationale. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Et donc, par ce biais-là, bien évidemment, tout le monde s'entend, tout ce beau monde s'entend sur une ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est quoi? Est-ce que c'est, parce qu'on l'a beaucoup dit, on a discuté, ce qu'on veut, c'est abolir un peu les frontières, d'avoir 7 milliards de consommateurs, et c'est intéressant de voir que, par exemple, pour prendre un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, alors c'est intéressant de savoir qu'une grande contestataire comme Assa Traoré, à un moment donné, fait de la publicité pour Louboutin. En tout cas, Louboutin l'a engagé comme sponsor. Pour ne prendre cet exemple, on pourrait en prendre des tas. C'est quoi? Et puis alors, parlons du woke, etc. On a bien vu comment Walt Disney est devenu avec le woke. Quand Budweiser, la campagne de bière, a fait avec une drag queen sa campagne, ils ont perdu 10 milliards de dollars parce que les gens n'étaient pas d'accord. C'est quoi? Ils se disent, mais, et justement, vous le dites, mais je voudrais que vos auditeurs le comprennent, c'est un livre vraiment très intéressant. Vous dites au fond, ce qu'ils veulent, c'est des parts de marché, agrandir indéfiniment leurs parts de marché, et l'idéologie, c'est quoi? C'est encore une fois, de faire, pas de robotiser, pas de lobotomiser, mais que tout le monde soit la même enseigne consommatrice. C'est quoi l'idée? Pour eux, c'est rester intouchable, hors d'atteinte, et continuer à bénéficier donc de leur statut, du luxe, etc., etc. Et effectivement, comme vous venez de le souligner, d'accroître des parts de marché, d'accroître le contrôle et d'accroître leur hégémonie. Si vous voulez, ce qui me fascine quand même, ce qui me fascine, c'est peut-être pas le terme, mais là où je trouve ça tragique, c'est que ce soit Bill Gates, George Soros ou d'autres créent énormément de fondations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fondations humanitaires, il y en a plein. C'est
il y a beaucoup d'usines à gaz, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Et en réalité, moi, ce qui m'épate, c'est que toutes ces fondations sont censées lutter contre l'illettrisme, la criminalité, la faim dans le monde et la pauvreté. Et en réalité, quand on regarde les chiffres, c'est toujours présent et c'est toujours en augmentation. C'est-à-dire, il y a toujours 9 millions de gens qui meurent de faim sur la planète aujourd'hui et 875 millions de gens qui souffrent de malnutrition. Oui. Donc, je trouve ça toujours étonnant, si vous voulez, qu'il y ait autant d'argent qui circule et autant de fondations dites humanitaire et qui est toujours autant, parce que avec autant d'argent, il est évident que la pauvreté, la criminalité et la faim dans le monde normalement devraient être éradiquées. Oui. Normalement. On n'en est pas là. On va continuer à parler avec Claude Janvier. Les démasqués, ils dirigent vraiment le monde après cette petite pause. Avec vous au 0826 300 300. On prend vos réactions au standard sur YouTube et sur Facebook. À tout de suite sur Sud Radio. Claude Janvier est lui aussi dans tous ses états avec les démasqués. Qui dirige réellement le monde chez K Édition. Mais Claude Janvier, quand même, il y a une chose qu'on doit reconnaître. Vous dites la pauvreté, mais on ne peut pas ne pas et Dieu sait, je ne suis pas un partisan inconditionnel, loin sans faute de la mondialisation qu'on a dit heureuse, mais la pauvreté a diminué au XXe siècle et au XXIe siècle. C'est-à-dire que si on regarde dans le monde par rapport à la manière dont on vivait il y a encore un siècle, y compris dans les pays dits sous-développés en voie de développement, ça a changé. Et puis deuxièmement, quand vous parliez de comment ça se fait, est-ce que quand même, vous dites, mais comment il se fait qu'on n'a rien changé? Mais est-ce que ce n'est pas un peu la responsabilité des gouvernements corrompus, d'un certain nombre de gouvernements corrompus, qui préfèrent se remplir les poches que d'aider à leur peuple à se sentir mieux et à être mieux? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est aussi le problème des gouvernements et qui sont malheureusement bien trop souvent corrompus et qui, au niveau des aides internationales, souvent ils se le mettent dans la poche et puis ils s'achètent quelques Lamborghini dernier cri ou quelques hôtels, quelques châteaux, quelques voilà. Non, ça je vous suis complètement. Mais c'est un peu dramatique parce que, alors c'est vrai que la pauvreté peut-être a reculé un peu. En tout cas, les chiffres pour la faim dans le monde et la malnutrition. Pas vraiment. Et ça, je trouve ça quand même navrant qu'au XXIe siècle, on en soit encore là au niveau de la planète. C'est quand même navrant, quoi. Alors comment ça fonctionne? Alors c'est ce que vous avez démasqué, comme vous dites, c'est-à-dire que au fond, il n'y a pas de loi qui leur permette, il n'y a pas de limiter un peu leur pouvoir, de limiter, il n'y a pas de loi, il y a pas, je veux dire, comment ça marche? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique de ces gens-là. On parle de BlackRock et Vanguard, et il y en a beaucoup d'autres choses. Comment ça marche? Si vous voulez, ça marche parce que déjà les Américains pratiquent l'extraterritorialité de leurs lois, que ce soit des lois sur les finances, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont un peu les maîtres du monde quand même. Et puis, de toute façon, le dollar, jusqu'à moins de 2 ans en arrière, régnait en maître au niveau des transactions internationales. Bon, là, ça commence à changer un peu. Ça commence à changer légèrement. Ça commence à changer un peu, puisqu'on commence à voir émerger des transactions internationales en yuan, la monnaie chinoise, et ça ne pourrait que peut-être continuer. Mais le problème, c'est que toute cette élite, en fait, ils n'ont pas vraiment de patrie. Ils n'ont pas de patrie. Ils sont apatrides. Ils obéissent un peu à une espèce de philosophie qu'on pourrait, et qui d'ailleurs, ce sont des disciples d'un certain Léo Strauss. Oui. Qui était un Allemand qui avait émigré aux États-Unis, qui faisait pas beaucoup de cours écrits. Il était plutôt dans les cours orales et les cours oraux, pardon. Et en fait, il préconisait, je vais synthétiser un peu, il préconisait disait toujours qu'une démocratie, ça va rien amener de bon et qu'il valait mieux créer une dictature. En réalité, on est un peu dans ce type de personnalité au niveau de toute cette oligarchie financière. Mais on ne peut pas dire qu'on vit dans des dictatures avec eux. Enfin, si, vous dites la dictature de l'argent. Enfin, oui, c'est la dictature de l'argent. Et est-ce qu'on est de plus en plus libre même dans notre démocratie ou est-ce qu'on est de plus en plus muselé? C'est une bonne question. Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième assertion, si vous voulez. On est quand même de plus en plus muselé.
c'est pas une vue Mais c'est d'esprit. vrai que l'argent n'a pas de frontières, on le sait. Donc, mais est-ce qu'ils veulent transposer, en fait, quand ils disent, ils veulent transposer quoi? Ils veulent un monde uni de gens à qui on dira faites ça. C'est un peu parce que c'est un peu le crédit social à la chinoise quelque part ou pas. Enfin, comment quelle est leur intention, en fait, à part de gagner le plus d'argent possible? Vu de leur point de vue, oui, ça serait un genre de crédit social à la chinoise, mais vous savez, on y vient. On y est presque déjà, parce que je vais raconter une petite anecdote rapide. Allez-y. Il y a 15 jours, on m'avait demandé de donner une conférence en Belgique. Ouais. Et la veille d'y aller, quelqu'un me dit attention, il faudrait que tu déclares ta voiture sur Internet parce que tu ne pourras pas rentrer avec ta voiture dans la zone de faible émission de Bruxelles si tu n'as pas déclaré ta voiture sur Internet pour que vraiment savoir si ta voiture est en faible émission de CO2. Mais sinon, on ne pouvait pas y passer. Ah mais sinon, vous y allez sans déclarer votre voiture et ça vous coûte quand même 150 €. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et j'ai effectivement déclaré ma voiture. Et effectivement, avant d'arriver à Bruxelles, j'ai vu une rangée de caméras de portique sur portique qui filment nuit et jour les voitures entrant dans Bruxelles. Et si vous n'avez pas déclaré votre voiture, vous recevez un PV chez vous. C'est quand même ça ressemble beaucoup à du crédit social à la chinoise. Et c'est à Bruxelles. C'est à Bruxelles, oui, c'est ça. Hein. Capitale de l'Union européenne, je le rappelle. Exactement. Quand même. Ouais. Et les profils de ces démasqués? Les profils, c'est un peu difficile à cerner. Moi, je les trouve pas vraiment sains d'esprit. Je pense que amasser une fortune pour continuer à amasser une fortune, pour continuer à s'assurer l'hégémonie, je trouve pas vraiment ça sain d'esprit. Enfin, c'est pas ma définition. Vous voyez ce que je veux dire de la sanité. Non, c'est pas ma vision. Et comment ils soumettent alors les politiques ou les élites en les achetant pour être, on va pas, mais c'est quoi? C'est une forme d'achat, puisqu'à partir du moment où vous êtes placé à la tête d'un pays où vous profitez des largesses quand même de votre poste ou du poste en question. C'est un peu difficile quand même de tout d'un coup de casser la poule aux œufs d'or, vous voyez ce que je veux dire. Donc on obéit, en tout cas on laisse couler. Faire, on laisse faire, voilà, c'est ça. Ouais. Et justement, alors comment, par exemple, prenons des exemples. Prenons Klaus Schwab, qui n'est pas lui milliardaire, mais enfin qui est parti. Prenons Bill Gates. Prenons George Soros, qui lui, il est milliardaire. Et c'est quoi? Il a fait l'Open Society, il a fait toutes ses fondations, etc. Et il exerce un véritable pouvoir. Personne ne le nie, d'un côté comme d'un autre. Mais on le sait, on en parle, et vous dites, et on ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est presque, je dirais pas pouvoir absolu ou monarque absolu, mais quelque part, c'est un certain absolutisme. À partir du moment où vous possédez des milliards d'euros ou de dollars, c'est vrai que l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Donc, à partir du moment où vous avez quand même à votre disposition une puissance financière, c'est difficile d'aller contre. Alors en revanche, ce qu'ils n'aiment pas, c'est de les dénoncer. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire effectivement au travers de mon livre, et pas que moi, il y a d'autres gens qui le font aussi. Et à partir du moment où vous les dénoncez, où vous les mettez un petit peu face à ce qu'ils sont, ou face à leurs responsabilités, en général, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les voix dissonantes, en tout cas. Ça c'est vrai. Vous voulez dire, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est effectivement un vieil adage. Ouais. Il est sorti quand, votre livre? En septembre 2023. Là, oui. Et est-ce que vous avez eu déjà des réactions? Je ne parle pas spécialement de les médias, mais ailleurs aussi. Je dirais, pour l'instant, les retours que j'ai, c'est des réactions positives pour ceux qui l'ont lu. Après, bien écoutez, non, pour l'instant, j'ai pas d'autres réactions à part des réactions positives. Après, des réactions dans les médias, écoutez, voilà. Écoutez, non, mais on est heureux de vous recevoir. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, au fond,
vous risquez aussi d'avoir l'omerta, en disant bon, on va pas en parler, vous savez ce que c'est. Là. On préfère, voilà, on ne vous persécute pas, mais on vous met de côté. J'en ai bien conscience, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous remercie, Monsieur Berkoff, de m'inviter. Non, mais il faut le souligner, ça mérite de le souligner parce que tout le monde ne le fait pas. Donc c'est pour ça que je tiens à vous remercier, vraiment. Alors parlons très précisément. Dites-moi le rôle que joue, par exemple, là-dedans, dans cette mainmise dont vous parlez, que vous dénoncez, la culture woke, la culture LGBT, etc. Alors, comment vous l'articulez avec cette puissance d'argent? Alors, le problème du wokisme, woke est un terme qui veut dire éveillé, et qui a été en fait bien lancé par Martin Luther King à l'époque, et à juste titre, puisqu'il s'agissait d'éveiller effectivement les consciences des jeunes Américains, ou des Américains d'ailleurs, contre tout le racisme incroyable que la communauté noire pouvait subir. Le problème avec cela, c'est que ça a été récupéré, le mouvement woke a été récupéré dans les années 70 en France par des philosophes, entre guillemets, tels que Bourdieu, etc. Voilà, Derrida. Et c'est devenu quelque chose qui n'a plus sa définition première. Ça veut dire, c'est donner la parole et exacerber un peu les minorités face à une majorité. Non, mais ça, pardon Claude Janvier, ça on le sait déjà, on en a beaucoup parlé. Mais dites-moi l'articulation avec les puissances d'argent. C'est ça qui m'intéresse. À partir du moment où vous soumettez des gens à des dictats de plus en plus nombreux et de plus en plus forts, que ce soit des dictats d'ailleurs dans ce sens woke ou LGBTQ+, que vous donnez la main, que vous montez un peu la mayonnaise, je parle de minorités ici, qui ne l'ont pas demandé d'ailleurs souvent, automatiquement, vous contrôlez de plus en plus une majorité de la population, puisque vous appuyez de plus en plus sur la tête des gens pour les maintenir à peine hors de l'eau. En fait, c'est des moyens de contrôle. C'est des moyens de contrôle et malheureusement, ça finit par pervertir, c'est un peu ce que je soulignais au début, ça finit par pervertir toutes les valeurs de nos sociétés, que ce soit des valeurs familiales, culturelles, religieuses, etc. et sociales. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites, c'est que, par exemple, justement, dans le woke, on nie la biologie, on nie un certain nombre de choses. Mais est-ce que ce n'est pas, au fond, d'une manière de diviser en disant, moi, je suis cisgenre, je suis binaire, ou etc., etc., et puis d'acquérir des parts de marché. Je veux dire, je reviens à mon image de la part de marché, parce que on se dit, au fond, quel est l'intérêt, pour la poser autrement, quel est l'intérêt, et c'est vrai qu'on sait que Soros et puis d'autres, quel est l'intérêt, par exemple, de George Soros avec l'Open Society, par exemple, pour financer l'immigration de manière massive? Quel est son intérêt? L'intérêt, c'est qu'une immigration massive, bien souvent, malheureusement, elle n'est pas suivie d'un suivi correct. Quand je vois en France, moi, ça fait un petit moment quand même que j'ai habité Paris longtemps. J'avais encore jamais vu autant de tentes de migrants malheureusement coincés à côté du périphérique parisien. Et je me dis, si c'est pour faire venir une immigration massive, pour parquer ces pauvres gens dans des tentes, je vois vraiment pas l'intérêt. Alors après, bien évidemment, le problème d'une immigration, c'est pas qu'une immigration n'est pas bonne. Je pense qu'une immigration est bonne à partir du moment où elle est faite correctement. Maintenant, si on donne les moyens à des immigrés d'apprendre correctement le français, par exemple, et de les inciter à travailler, c'est pas un problème. À partir du moment où c'est massif et c'est incontrôlé, là, ça devient un énorme problème. Janvier, quel est l'intérêt? Parce que ma question, c'était quel est l'intérêt de Soros à encourager, effectivement, et on le sait qu'il le fait, un certain nombre d'associations. Quel est l'intérêt? Je veux dire, il devrait dire un peu comme vous, il devrait dire oui, l'immigration non contrôlée. On voit pas, c'est quoi? C'est de la grandeur d'âme? Ça tire la société vers le bas, parce que ça entraîne énormément de problèmes. Et comme ça, on les contrôle. Et ben voilà. Vous avez bien, voilà. C'est ça. On en parle tout de suite, on continue avec Claude Janvier et après cette petite pause. Oui, après cette petite pause, on continuera de parler de qui dirige réellement le monde avec Claude Janvier et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 13h33, vous écoutez Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkoff et avec Claude Janvier aujourd'hui qui vient nous voir pour ce livre Les démasqués qui dirigent réellement le monde, c'est aux éditions KA. Alors Claude Janvier, parlons un peu, parce qu'il y a eu deux choses quand même très fortes. Big Pharma, c'est pas non plus, c'est pas mal, hein, c'est 50 milliards ou 500 milliards, pardon, je crois, d'euros de chiffre d'affaires, je parle de toutes les entreprises Big Pharma.
Et alors là aussi, justement, vous les démasquez aussi. Ça fait partie de tous ces groupes qui ont énormément et qui disent, voilà, moi, écoutez, moi, ce que je veux, c'est vendre mes produits. Ah bien oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, qui est actionnaire des laboratoires pharmaceutiques, nous retrouvons BlackRock. Bon, déjà... Et Vanguard, les deux. Et Vanguard, absolument. Ouais. Mais... En plus de cela, alors le Covid, effectivement, c'est un épisode à part. Ça a été quand même une des plus grandes crises que l'on ait pu traverser mondiale, effectivement. Et quand on prend un point de vue un petit peu extérieur à cela, on s'aperçoit quand même que les gouvernements sont arrivés à faire gober incroyablement plein de choses à des gens. Et je fais référence ici, si on se rappelle, on a été obligé de s'auto-signer une déclaration de sortie. On a eu des couvre-feux. Je me suis toujours demandé quelle était l'efficacité réelle d'un couvre-feu pour la transmission d'un virus. On a eu droit aux plages dynamiques, si vous vous souvenez, où c'était des plages où on pouvait pas s'asseoir ni pique-niquer parce qu'on se prenait 135 € d'amende par les forces de police. Mais en revanche, il fallait donc marcher. Et ça, c'est un ridicule absolument sans nom. J'ai vu un bon nombre de gens mettre le masque en voiture et conduire tout seul leur voiture avec un masque. D'ailleurs, ce fameux masque bleu chirurgical, il se trouve qu'il ne protège en rien d'ailleurs du virus. Ça a été démontré entre autres par l'AFNOR, organisme d'État que je ne vais pas présenter ici, mais qui a fait un rapport détaillé sur le masque bleu. Et le masque bleu chirurgical, il fait 0,32 microns, enfin les mailles font 0,32 microns, et le virus fait entre 0,06 et 0,12. Donc effectivement, inutilité totale du masque bleu, qui pourtant, tout le monde l'a porté, a été obligé de le porter, et même on le porte encore. Et donc on a même eu droit, rappelez-vous, campagne aussi à Paris avec un autobus sponsorisé par Skyrock, ça vax. Non mais on a eu droit à tout, on a eu droit au vaccinodrome, mais on se plante, on vous plante la seringue dans le bras, et puis si ça va pas, cher monsieur, vous allez vous garer un peu plus loin parce que il faut quand même qu'on vous contrôle. Enfin, on a eu droit à tout et n'importe quoi. Et pour finir le grand délire, on a eu Jean Castex à l'époque, je suis désolé de le citer, mais quand même, qui nous disait prendre le café debout c'est autorisé, non c'est mortel, mais le boire assis c'est autorisé. Et là quand même on se dit on n'a pas bien compris comment. Moi j'ai toujours pas compris comment une bonne majorité de gens ont pu obéir comme un seul homme, mais je parle pas uniquement de la France. C'est le management par la peur. C'est ça. La peur, ça marche. C'est tout à fait ça. En attendant, comme ça a rapporté effectivement plus de 500 milliards de dollars à Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. Et ça va continuer à rapporter encore, puisqu'il y a encore eu des contrats, il y a peu, signés encore entre Madame Van der Leyen et puis le PDG de Pfizer. Donc on a ni les SMS, mais on commence à avoir effectivement les contrats. Ça, c'est autre chose, ça commence à bouger. Mais alors, vous dites donc, dans votre livre, juste avant de prendre les auditeurs, vous dites qu'aujourd'hui, ils sont tout puissants. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aucune limite. Les gens qui tiennent tout ça, on pourrait parler de l'environnement, on pourrait parler des éoliennes, on pourrait parler de toutes ces industries. Bon. Il n'y a aucune, comment dirais-je, il n'y a pas de volonté d'opposition. Bon, il y a beaucoup de gens qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord, etc. Mais pour le moment, vous dites, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de loi mondiale, ils font ce qu'ils veulent. Le droit international est quand même très peu respecté, que ce soit dans tous les domaines. Donc, et en plus, ça suit toujours un peu la règle des bénéfices engrangés. Si on prend l'exemple des éoliennes, effectivement, ça produit peu de courant, ça on le sait. C'est intermittent en plus. En plus, c'est pas du tout biodégradable, c'est-à-dire que les pales, ils ne savent même plus quoi en faire quand l'éolienne, ça a une durée de vie de 20 ans. Au bout de 20 ans, il faut enterrer les pales dans le sol. Je trouve pas ça très écologique. La dalle de béton qui a été coulée dans les champs, elle est indestructible, même avec un marteau-piqueur manuel. Il faut avoir un engin surpuissant pour arriver à casser le béton tellement il est dur. Et on parle, et Monsieur Macron veut nous développer de plus en plus un parc éolien sous-marin, enfin pas sous-marin, mais offshore. Et en plus, l'éolien ne rapporte, je crois, de mémoire, alors je me souviens plus exactement du chiffre, mais doit être à peine 6% d'électricité. Oui, alors encore une fois, on a pris ces exemples.
Donc vous vous dites, ils sont aujourd'hui invincibles. Personne ne peut les arrêter. Eh ben, à part des mouvements qui s'élèvent contre et des gens qui le dénoncent, c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'enrayer la machine, quoi. Et ce qui est dramatique, c'est comme on vient de le souligner, c'est que c'est une machine. C'est une espèce d'énorme bulldozer qui avance dans toutes les directions à la fois. Parce que vous parliez de l'environnement, mais en dessous ou au même niveau que l'éolienne, vous avez le scandale des usines de méthanisation. Ça, c'est beaucoup moins connu du grand public. Vous avez des usines aujourd'hui qui, avec des déjections végétaux et animaux, produisent du biométhane. Sauf que ce biométhane, ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est que ces usines rejettent 90% de déchets, qu'ils appellent pompeusement du digestat, qui en fait n'est pas digéré par rien, puisque c'est bourré d'ammoniac. Et on épand les champs avec un digestat qui est bourré d'ammoniac, et qui va faire mourir tous les vers de terre. Et comme, si on étudie un peu une bonne terre arable, elle ne produit des beaux légumes que s'il y a des vers de terre en dessous. Si vous n'avez plus de vers de terre, votre terre est morte. Et on est envahi malheureusement de projets comme ça qui en fait n'ont aucun sens à part de rapporter d'énormes bénéfices à leurs créateurs et souvent à des sociétés qui marchent effectivement avec cette... On peut retrouver BlackRock et Vanguard. Voilà. C'est assez intéressant. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a des... Esteban, oui, est-ce qu'on ça a des appelle au auditeurs 0826 300 300. On a Gilles qui nous appelle depuis Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Janvier. Je vous remercie tout d'abord pour l'émission qui sollicite beaucoup d'émoi, Monsieur Berkoff, parce que beaucoup de vérités sont dites, bien entendu. Ma question était la suivante à Monsieur Janvier. Quelle était sa ligne de conduite au départ pour soulever un tel chapitre à travers son livre, puisque face à un tel pouvoir, comme il le décrit si bien, mais j'ai cru comprendre qu'à l'instant, il venait de révéler un petit peu ma question, c'est de soulever des mouvements, mais à ce moment-là, soulever des mouvements de quelle manière? Et est-ce que son leitmotiv est essentiellement basé sur ça par rapport au peuple, bien sûr, dont je fais partie, etc. Qui ne peuvent que s'émouvoir devant de telles vérités dont on savait un petit peu, mais pas si certainement aussi bien décrite et expliquée dans son bouquin, que je n'ai pas lu encore. Oui, voilà, lisez-le, parce qu'il l'explique en détail, effectivement. Ah oui, alors, Claude Janvier, est-ce que vous sollicitez, vous attendez, vous espérez, disons, une réaction populaire, divers, c'est pas seulement au niveau de la France, bien sûr, au niveau de l'Europe, voire du monde, voire d'ailleurs. Je pense que je l'ai écrit dans la conclusion de mon livre, je pense que tout le monde a le pouvoir de dire non à quelque chose qui va s'avérer être contre-productif pour sa survie personnelle, la survie de sa famille et la survie de son environnement. Je pense que c'est presque un devoir de rentrer dans une désobéissance civile, mais non violente bien entendu. Mais pourquoi ? Parce que si quelque chose ne va pas dans le sens de la survie et ne va pas dans le sens d'élever un peu le niveau culturel, etc., eh bien, je pense que c'est dans le pouvoir de chacun de dire non. Si beaucoup plus de gens savaient dire non à des choses qui n'ont pas lieu d'être, je pense que cette planète vivrait un peu plus en paix. Oui. Il faut appeler à notre responsabilité à chacun d'entre nous. Absolument. Chacun peut être responsable, absolument. Homme, femme, jeune, vieux. C'est ça. Et ne pas se dire, ah oui, je compte sur lui pour régler le problème. Et non, ça marche pas comme ça. Et la preuve que ça ne marche pas comme ça, parce qu'effectivement, il faut que chacun soit responsable. Effectivement, et puisse avoir le courage à un moment donné de dire non. Je pense que c'est chacun a ce pouvoir. Oui, mais de dire non, comment ? Alors justement, entrons un peu dans le vif du sujet, vous en parlez dans votre conclusion, mais oui, mais on vous répond parce que on a souvent des discussions comme ça ici à l'émission et à Sud Radio. Mais vous dites oui, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je suis lambda, j'ai une femme, des enfants ou un mari, des enfants, je travaille, etc. Déjà que ça me prend beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis, si vous avez des enfants déjà, vous pouvez déjà refuser qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle pour les petits de 1 à 4 ans. Parce que malheureusement, on se dirige de plus en plus vers cela. Je vois pas du tout l'utilité de commencer à dire qu'un enfant est déjà, il est libre de penser sexuellement entre 1 à 4 ans. Ça me paraît totalement incohérent. Donc si j'étais aujourd'hui, moi, parent de petits-enfants,
bien, croyez-moi que je dirais non. Je dirais non à un enseignement comme ça, parce que mais ça n'a pas lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pendant la période Covid, on a obligé les tout petits à avoir un masque. Mais quelle honte! Mais quelle honte, parce que quand on ne les accusait pas d'empoisonner leur grand-mère. En plus. Parce qu'ils les embrassaient alors qu'ils n'avaient rien, voilà. Et vous vous rappelez cette vidéo où la grand-mère finissait intubée, quoi. Oui. Donc, je pense que, voilà, c'est pour ce genre de situation où une personne peut dire, mais non, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu récemment, enfin, la mairie de Bordeaux avait organisé, je sais plus, un spectacle avec un drag queen pour les gamins, enfin, les petits de 1 à 4 ans. Mais vous êtes parents d'élèves, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. J'ai rien contre les drag queens, mais pas en train de faire un spectacle sur des enfants entre 1 et 4 ans. Là, je dis non. Je serais parent, je dirais non. Bon, voilà. Et alors après, on va me dire, oui, mais c'est pas bien. Bah, c'est pas bien. Moi, je considère qu'effectivement, non, ça n'a pas lieu d'être. Non, mais que chacun exerce en fonction, ses responsabilités en fonction de ses convictions. Absolument. C'est ça. Hein, absolument. Bien sûr. Voilà. Mais encore une fois, le problème qui est posé, c'est que les gens dont vous parlez dans votre livre, et je vais pas tout, mais je vais ici, il faudrait quand même qu'on les cite, hein, parce que, et d'ailleurs, c'est intéressant, vous avez fait une webographie, j'ai bien aimé ça. Oui. Vous avez fait et quand vous parlez, regardez, c'est très intéressant parce que vous parlez des néoconservateurs américains, vous parlez du Prozac, vous parlez en fait, vous abordez un peu tout ça. Mais ce nouvel ordre mondial, le recette, effectivement, moi je l'ai lu aussi. Je trouvais ça assez plat, franchement. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Mais est-ce que vous sentez aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est sorti ce bouquin, ou 2-3 ans, est-ce qu'il est appliqué, à votre avis, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est appliqué? Alors, étonnamment, j'ai été très étonné moi-même, avec mon épouse, figurez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous sommes rentrés chez un opticien pour changer une paire de lunettes, bon, jusque-là, tout va bien. On a eu affaire à un jeune homme à peu près de 25 ans, et on en est arrivé, le temps qu'il prépare effectivement les dossiers et tout, on est arrivé à discuter écologie. Ouais. Et ce jeune homme, il nous a un peu très surpris avec mon épouse parce qu'il commence à nous dire, moi de toute façon, je ne prendrai jamais l'avion. Alors, bon, je commence à le regarder, je commence à lui dire, bon, pourquoi? Il a 25 ans, vous dites. Il a à peu près 25 ans, ouais. Et je lui dis, pourquoi? Et il me dit, parce que ça pollue. Ah, je lui dis, bon, d'accord. Mais alors, je lui dis, attendez, alors je l'ai poussé un peu dans ses retranchements. Je lui dis, mais vous voyez la vie comment, vous? Oh, écoutez, moi, mon petit studio, mon vélo électrique pour aller travailler, pas de voiture parce que ça pollue, pas d'avion parce que ça pollue. Je vais peut-être faire pousser sur mon balcon 3 plants de tomates et je vais être heureux comme ça. 25 ans. Et là, je l'ai regardé avec une lueur d'incompréhension. Je me suis dit, c'est pas possible. Eh bien, si, c'était tout à fait possible. Donc, vous voyez, et ça, on retrouve ça dans le grand reset de Klaus Schwab. Soyez heureux, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux, vous n'aurez pas trop d'ambition et vous serez heureux. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai essayé de mettre le doigt à ce jeune homme sur les grands pollueurs, j'ai dit, mais ça vous dérange pas trop, les porte-containers qui voguent, qui sillonnent les océans et qui fonctionnent au fioul lourd, qui polluent quand même beaucoup plus qu'un avion, ou qui rejettent dans l'atmosphère du dioxyde de soufre et de carbone à quantité incroyable. Ah, il m'a dit, oui, mais là, moi, je vais m'en tenir à ce que je viens de vous dire. Très bien. Ouais. Voilà. Et ça m'a très étonné. J'ai dit quand même 25 ans. Bon, ok, j'ai quand même été très oui, ça surpris. C'est vrai que, mais vous savez, un certain Jean-Marc Jancovici a dit, vous ferez 4 voyages dans votre vie. Oui. Voilà, et vous serez heureux. Même chose, c'est ça. etc. Mais on rejoint le grand reset, c'est ça. 4 voyages dans notre vie en avion. Vous imaginez? Vous imaginez, monsieur Berkoff, sans blague. Moi qui ai pris l'avion un certain nombre de fois, et vous aussi, je suppose. Ah ben mon Dieu, si on avait droit qu'à 4 voyages, il faudrait les trier sur le volet. Hein. Mais attention, 4 voyages avec aller-retour. En fait, 2 voyages. En plus, on fait 2. Non, c'est tout à fait incroyable. Et puis, là aussi, vous parlez d'une chose incroyable aussi. Enfin, incroyable, on le sait. C'est quand même les conflits d'intérêts des médecins pendant le Covid. Ça, malheureusement... ça aussi, oui. là, l'argent a joué quand même un rôle non négligeable chez certains, on ne va pas généraliser, oui, bien sûr. Il y a le top 10, d'ailleurs, que j'ai cité dans mon livre, qui n'est pas... C'est pas mon classement à moi, c'est le classement d'un média libre. C'est pas Euros for Docs? Vous avez pris ça, non? Non, c'est François.
Ah, François. C'est François qui avait fait. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Il l'avait bien documenté. C'est pour ça que comme je cite mes sources, bien évidemment, mais j'ai trouvé ce tableau fort bien fait. Et effectivement, tous les médecins de plateau, je vais pas les nommer, mais ils se reconnaîtront. Effectivement, ils ont tous touché et ils touchent encore donc des subsides, beaucoup de subsides, donc des laboratoires pharmaceutiques. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on le sait. On dit qu'on vit en démocratie, quand même, c'est pas un pays avancé. Et puis ça continue. C'est ça qui est formidable. On parle d'un certain nombre de choses, comme on parle avec vous. On les démasque, mais ça fait rien, quoi. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus, peut-être, de gens comme vous, voyez, qui invitent effectivement des auteurs comme moi, comme d'autres. Hein, je veux dire, je suis pas le seul. Et c'est là qu'on se rend compte que quand même que l'information est bien muselée. Vous savez, je me rappelle, il y a 40 ans en arrière, on pouvait rentrer dans le bâtiment de TF1, qui est pas loin, et on pouvait discuter avec quelqu'un qui descendait de la rédaction, surtout si on avait écrit un livre. On buvait un petit café, bon, il prenait pas. Aujourd'hui, vous pouvez plus rentrer. Il y a 4 gardes du corps à l'entrée. Vous voulez quoi? Vous avez un badge, pas de badge? Au revoir. Ben non, cher monsieur, Et c'est là que vous vous rendez compte quand même que ça a bien changé. Et malheureusement, il n'y a plus de dialogue. Enfin, de moins en moins de dialogue. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est un peu cornérisé. On se retrouve après une petite pause en continuant de démasquer avec Claude Janvier. Et avec vous au 0826 300 300, à tout de suite. Dernière ligne droite sur Sud Radio, on est toujours avec Claude Janvier et on accueille Gilles qui nous appelle depuis Red Jones dans les Landes. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Il va sans dire que je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Oui. Mais ma question va être brève. On parle vrai sur Sud Radio. Vous avez parlé d'un certain nombre de sociétés, BlackRock et j'en oublie beaucoup évidemment. Mais moi, comme on parle vrai, je voudrais des noms de tous ces gens qui dirigent ces sociétés. D'accord. Il y a démasqué dans le titre du livre de votre invité. Tout à fait. Qui sont les démasqués? Alors, qui sont les démasqués, Claude Janvier? Allez, donnez une liste. Non, mais même si elle n'est pas exhaustive, vous allez la voir. Mais ensuite, lisez le livre parce que vous allez avoir tous les détails. Absolument. Je vais m'empresser d'aller l'acheter, bien entendu. C'est gentil. Donnez-nous une liste. C'est Vanguard, en fait. C'est les grandes familles. Déjà, bon, beaucoup de gens en connaissent au moins deux. Il y a les Rockefeller et les Rothschild, mais pas que. Il y a aussi les familles Orsini, Vanderbilt, Dupont de Nemours, voilà, ça et quelques autres. La famille Bush aussi. Ce sont des familles d'ailleurs, que ce soit Rothschild ou Rockefeller ou Vanderbilt, ça fait presque des siècles, en fait, des années. Oui, absolument. Mais ce sont ces 13 grandes familles qui composent en fait Vanguard. Vous dites 13. 13 grandes familles. Et même chose pour BlackRock. Enfin, BlackRock c'est différent. BlackRock c'est 12 000 personnes avec un PDG qui s'appelle Larry Finch, je crois de mémoire. Mais ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard est actionnaire de BlackRock. En revanche, même si vous êtes riche à milliards, vous ne pouvez pas acheter d'actions chez Vanguard puisque Vanguard n'est pas coté en bourse. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ah oui, BlackRock est coté en bourse, mais pas Vanguard. Pas Vanguard. Et Vanguard, en revanche, est actionnaire de BlackRock. Ce qui fait que, voilà. Oui, mais alors vous citez, alors ça c'est intéressant, il y a les Vanderbilt, les Rockefeller, ou des Rothschild ou autres, mais est-ce qu'il y a de nouvelles familles? Enfin, parmi celles-là, ils ont un ou deux siècles ou plus. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Non, ce sont toujours les. Ce sont toujours les mêmes. Vous avez aussi la famille royale d'Angleterre dedans, etc. Mais pour l'instant, ce sont toujours les mêmes. Alors, s'ils ont envie un jour de coopter d'autres familles, ils peuvent le faire. Mais en revanche, ça c'est pour Vanguard. Ça c'est pour Vanguard. C'est-à-dire que Vanguard, il y a pas, vous pouvez pas, ils sont pas en bourse, donc vous pouvez pas. Non, vous pouvez pas rentrer dans Vanguard, sauf s'ils vous cooptent. D'accord, oui, c'est ça. Mais sinon, c'est hors de question. En revanche, le conseil d'administration de Vanguard ne vous apprendra rien sur le papier, puisque ce sont des gens lambda, des citoyens lambda, qui ont un CV long comme le bras au niveau d'études, effectivement, qui ont quelques commerciales. Voilà. Mais eux, ils sont derrière. Ce sont eux les vrais teneurs de manette, si je peux m'expliquer comme ça, de Vanguard. Voilà. Ouais. Et Vanguard a des actions dans BlackRock?
Bien sûr, ils sont actionnaires de BlackRock. Mais BlackRock n'a pas d'action dans Vanguard. Non, ben non. Alors voilà, Gilles, ce n'est qu'une la partie émergée de l'iceberg. Voilà, l'iceberg. Mais quand même, ça vous donne quelques indications sur voilà. C'est comme on dit, c'est pas l'impôt sur les eaux, c'est vraiment que les gros salaires lèvent le doigt. Et c'est même pas des salaires. Hein. Oui, c'est pas des salaires. Là. Merci Claude Janvier. Voilà, elle l'est démasquée. Écoutez, il y a beaucoup d'informations. Les démasqués qui dirigent réellement le monde aux éditions KA. C'est disponible en librairie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte.